Martine Vonner, bonjour. Bonjour. Alors c'est un vrai plaisir de vous recevoir pour notre interview de Street Reporters. Merci de nous consacrer un peu de votre temps. Alors nous vous connaissons surtout en tant que personnalité politique, mais vous êtes également médecin psychiatre. Vous avez commencé votre carrière politique en tant que député de la 4e circonscription du département du Bas-Rhin de 2017 à 2022. Puis vous avez créé votre propre parti politique, Ensemble pour les libertés. Vous avez été également active dans diverses associations. Alors, chez Street Reporters, nous parlons essentiellement d'actualité. Je vous propose dans un premier temps de revenir sur quelques sujets pour lesquels nous aimerions avoir votre point de vue. Et ensuite, nous parlerons de votre parcours en politique pour finir avec votre parti Ensemble pour les libertés. Est-ce que le programme vous convient ? Parfaitement. Parfait. Alors, pour les sujets d'actualité, commençons par le premier et pas des moindres. La France est le dernier pays à ne pas réintégrer ses soignants. Reste-t-il encore des arguments scientifiques qui tiennent pour maintenir le refus? Et est-ce qu'il y a des recours actuellement? Alors, il n'y en a jamais eu des arguments scientifiques, donc il ne peut pas en rester. Et en fait, depuis le début, la gestion de cette crise sanitaire, quelle qu'ait été la thématique, en fait, c'était une gestion politique. La science, malheureusement, a été laissée de côté. On a créé, le gouvernement a mis en place ce conseil scientifique, a mis en place différentes instances, s'appuie toujours sur la haute autorité de santé, sur l'Académie de médecine. Je vais essayer d'être très respectueuse de mes pairs de l'Académie de médecine, mais malheureusement, encore la semaine dernière, le dernier avis qu'ils ont produit pour dire qu'il ne faut surtout pas réintégrer les soignants est profondément choquant parce qu'il n'y a aucune étude qui démontre aujourd'hui, malheureusement, on aurait voulu que cette injection soit efficace, mais malheureusement elle ne l'est pas. On sait que le tous vaccinés, tous protégés est totalement un slogan fallacieux. Ça a été prouvé par la directrice adjointe qui a été auditionnée au Parlement européen, de Pfizer, la directrice adjointe de Pfizer, et qui l'a dit très clairement que de toute façon le vaccin n'avait pas été testé sur la transmission. Donc tout le narratif, tout ce qui a été construit autour de cette injection est faux. Donc ce qui est profondément choquant, c'est que la France reste le dernier pays au monde à ne pas avoir réintégré. Donc, toute catégorie de professionnels qui figurent dans la loi du 5 août 2021, les soignants, bien sûr, vous en parlez, mais il y a également des pompiers, il y a également des gendarmes, et puis tous les personnels administratifs qui gravitent autour de ces professions. Donc, alors, le chiffre, j'aimerais bien vous donner un chiffre précis. On ne l'a pas. On est en train de faire un espèce de recensement, exactement. Il y a des bénévoles qui ont créé une carte. C'est très intéressant parce que les soignants aussi arrivent à se repérer un petit peu. Et c'est important aujourd'hui, alors que ça fait plus de 450 jours que ces professionnels n'ont absolument plus rien pour vivre. Donc il y a un gros besoin de solidarité, d'entraide. Donc tous ces réseaux qui se sont mis en place jouent à plein parce qu'il y a des personnes qui vraiment n'ont plus rien. Ils ont été pour la plupart suspendus entre septembre et octobre-novembre 2021. Donc ils n'ont droit à rien, pas au congé annuel, pas au congé de formation, pas à rien du tout. Le contrat étant encore en œuvre, il n'y a pas de RSA, il n'y a absolument rien. Donc c'est des personnes qui sont dans une situation sociale, c'est plus que précaire, c'est complètement dépassé. Je suis choquée qu'on puisse à ce point dans notre pays piétiner les droits du travail et forcément les droits de l'homme. On n'a pas du tout entendu parler des syndicats sur cette question-là. Les directions des établissements sanitaires, médico-sociaux, ont joué le jeu complètement, sans remettre en cause. D'autant plus que maintenant, c'est encore plus désolant, puisqu'il y a des professionnels de santé vaccinés, Covid-19, j'ai toujours du mal à dire vaccinés, mais en tout cas injectés Covid-19, qui font la maladie, puisque ce vaccin ne protège pas. Et comme il n'y a pas du tout de possibilité de les remplacer, on leur demande de venir travailler. S'il n'y a pas de symptômes. Oui. Voilà. Alors,
Non, non, il y en a même avec symptômes. Même avec symptômes. Même malades, très malades, on leur demande de venir travailler. J'ai eu plusieurs témoignages, notamment d'une infirmière qui voulait se mettre en arrêt de travail parce qu'elle était vraiment très mal, et on lui a dit non, non, c'est pas possible, vous venez travailler. Donc il y a 2 poids, 2 mesures, et on sent là que ce gouvernement, peut-être le président lui-même, en a fait une affaire personnelle. Et encore une fois, c'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Et on a vu tous les pays, la Grèce, l'Italie, enfin tous les pays qui avaient été à peu près aussi sévères dans toute la stratégie Covid que la France, réintégrer les soignants. Donc il n'y a pas d'explication, aucune explication scientifique. Donc c'est une posture politique qu'il faut dénoncer. Oui, absolument. Alors, autre sujet, début novembre, la secrétaire d'État Sonia Backès annonce que le gouvernement va organiser des assises des dérives sectaires et du complotisme. Et ça, a priori, début 2023. À quoi faut-il s'attendre, d'après vous? Alors, je n'ai pas énormément d'informations. Je l'ai entendu, en effet, sur des médias mainstream. Donc, secrétaire d'État, j'ai un petit peu regardé son parcours. Je suis tombée sur une information qui m'a étonnée, puisque cette femme est elle-même, on va dire, fille d'une, alors je ne sais pas s'il faut les appeler des professeurs, mais en tout cas d'une dame qui fait partie, qui est membre de l'église de Scientologie. Donc Sonia Backès a été élevée au sein même de l'église de Scientologie. Donc la question, si elle était en face de moi, la première question que je lui poserais, c'est est-ce qu'elle a fait tout un travail de mise à distance vis-à-vis de ses liens, enfin, je ne lui demande pas de couper les liens avec sa mère, mais en tous les cas, qu'est-ce qui nous dit qu'au fond, qu'elle n'est pas elle-même manipulée par l'église de Scientologie. Donc, de prévenir qu'il va y avoir des assises au premier trimestre 2023, dont acte s'il s'agit de réfléchir sur la question des sectes, ce ne sera pas la première fois, notamment par le biais de tout le travail de la Miviludes, de lutter contre le terrorisme, là on peut applaudir, mais de mettre tout ça dans le même panier avec la lutte contre le complotisme. C'est quoi la définition du complotisme? On l'a vu, c'est-à-dire que chaque personne qui aujourd'hui n'est pas en accord avec la pensée unique et la doxa du gouvernement est stigmatisée comme étant complotiste. Donc il me semble que c'est extrêmement dangereux de faire un joyeux mélange. Et surtout, elle a annoncé d'emblée qu'il y aurait un plan d'action qui faciliterait, et là j'étais assise, heureusement, qui faciliterait la dénonciation, la délation, c'est-à-dire le b.a.-ba de comment je vais pouvoir dénoncer mon collègue de travail, ma famille, mon mari, ma fille, peut-être parce que j'estime qu'ils n'ont pas les bonnes idées et que peut-être ils s'appartiendraient à cette espèce de famille des complotistes. C'est profondément choquant. Je rappelle, il n'y a encore pas si longtemps que ça, on était le pays des droits de l'homme. Et vers quelle dérive nous allons avec le sceau du gouvernement? C'est incroyable. C'est incroyable, vous l'avez dit. Alors, il y a une grosse polémique actuellement. On passe de Sonia Backès avec les fact-checkers. Alors, on en entend beaucoup parler en ce moment. Vous faites partie de leur cible, on peut le dire. D'où sortent-ils et pourquoi leur donne-t-on autant de légitimité? Alors, il me semble avoir compris, j'ai un peu été... alors je ne veux jamais me positionner comme victime, jamais. En fait, j'ai pris des risques en m'engageant en politique, en étant aujourd'hui une femme publique, donc j'assume complètement mes prises de parole et la façon dont elles peuvent être analysées aux yeux du grand public. Par contre, ce que je ne supporte pas, c'est quand elles sont complètement détournées, ces paroles. Et j'ai, depuis 2020, subi les foudres de toutes ces officines, et on va revenir un petit peu parce que j'ai tenté de détricoter leur mode de fonctionnement, les officines donc de fact-checking qui sont là simplement pour abattre, au sens figuré du terme, des personnalités qui prendraient un peu trop de place sur les réseaux, qu'ils soient Twitter, Facebook, YouTube ou autres. Alors comment ça fonctionne? Et on l'a vu
puisqu'il y a le scandale Fact and Furious, puisque M. Daoust, qui est un personnage, voilà, moi, je n'ai pas jugé son parcours précédent, mais quand même c'est quelqu'un qui, je crois, a été condamné parce qu'il avait eu des attitudes, on va dire, un peu particulières quand il était à l'armée. Et un peu comme on peut le voir dans les films policiers où on va chercher des personnes qui auraient peut-être des choses à se reprocher, des personnes qui sont dans un besoin financier. Et ce qui est arrivé en tout cas avec M. Daoust, en moins d'un mois, si j'ai bien compris, on lui a donné sa licence de journaliste, voilà, pas de journaliste écrit, mais en tout cas sur les réseaux. Et surtout, ce qui a été découvert, c'est qu'il y avait des contrats passés entre l'AFP, l'agence France Presse, et donc notamment Fact and Furious, mais d'autres, on pourrait citer, alors j'ai pas envie de leur faire de la pub, mais on va quand même les dénoncer. Conspiracy Watch, par exemple, avec Rudi Reichstadt, Julien Pain, qui était venu dans ma permanence parlementaire pour m'interviewer, et après il a transformé, enfin je veux dire, son interview était vraiment très orienté. Ce n'était pas du tout du journalisme propre d'investigation. Il a refusé le débat. Enfin, ce sont des méthodes absolument odieuses. Et qui finance l'AFP en fait? C'est le gouvernement. On sait très bien les liens. Il n'y a jamais eu autant de financement que par ce gouvernement Macron, par le biais du ministère de la Culture et de la Communication. On sait très bien comment sont financés les médias. Et ce lien, en fait, très clairement, l'AFP donne, j'imagine, une liste de personnalités à malmener sur les réseaux, donc à stigmatiser. Moi, je veux dire, voilà, quand on tape sur Google mon nom, on tombe sur des choses. Enfin voilà, moi je ne me reconnais pas au travers de ce qui est dit, notamment quand on me dit que je suis d'extrême droite. Enfin, je veux dire, c'est tellement un non-sens. Quand on regarde mon parcours professionnel, quand on regarde les sujets pour lesquels je me suis battue à l'Assemblée nationale, ça ne tient pas la route une seule seconde. Donc ces officines sont rémunérées vraiment pour faire passer certaines personnes, alors je ne veux pas dire pour des fous furieux, mais quasiment. Et alors j'ai fait un exercice un peu assez simple. J'ai tapé mon nom et j'ai tapé différentes officines et j'ai vu, avec surprise, que j'arrivais très largement devant Didier Raoult, donc en tête de liste, à 20 points au-delà, enfin en tout premier. Hein. C'est Martine Vonner qui arrive en premier, je m'en serais bien passée de ce score. Ensuite, il y a Didier Raoult, ensuite il y a le professeur Perron, et ensuite il y a Alexandra Orion-Caude. Voilà, donc différentes personnalités, mais il y a un écart absolument incroyable. Et j'arrive vraiment tout en haut. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en plus... Je ne vais pas faire du féminisme à deux balles, mais est-ce que c'est parce qu'en plus je suis une femme qui est osée dire des choses à l'Assemblée nationale? Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est odieux comme méthode. C'est vraiment odieux. Oui, ça, on peut le dire. Alors, autre sujet. Le 8 décembre, Jean-Pierre Raffarin, invité sur TV5 Monde, a indiqué qu'il souhaitait que le président de la République puisse cumuler plus de 2 mandats consécutifs et qu'il serait favorable à la modification de l'article 6 de la Constitution. Est-ce que vous pensez que cela pourrait être envisageable? Moi, je pense que aujourd'hui, malheureusement, voyant comment dysfonctionne ce gouvernement, tout est envisageable. On voit qu'il n'y a plus réellement, enfin je l'avais déjà vécu pendant mon mandat, l'inutilité du travail parlementaire, mais je n'avais pas subi toute cette série de 49.3. Là, on voit comment fonctionne Elisabeth Borne et elle passe tout par le biais du 49.3. C'est possible hein, dans notre Constitution. Mais c'est un affront au peuple français. Au-delà d'enfoncer le clou et de dire que le Parlement ne sert plus à rien, là, très clairement, on ne respecte plus le peuple. Et ça serait, j'allais dire, peut-être le point sur le i de la brutalité qu'on fait vivre au peuple français, que de permettre à Emmanuel Macron de briguer un 3e mandat. Et pourquoi? Parce que c'était dans le projet initial 2017, dans le projet présidentiel que j'avais eu, et on en parlera tout à l'heure, beaucoup de plaisir à défendre. Il était question justement de faire de la politique autrement, et il était question de limiter
les mandats. Donc s'il a déjà oublié tout cela, c'était notamment un élément qui avait permis de donner la confiance vis-à-vis des électeurs, mais c'est profondément choquant. Mais on sent là que le système est tel que le travail commencé, je vais oser dire, de destruction de la France, très clairement, il n'est pas encore complètement abouti. Donc peut-être qu'il imagine qu'il lui faudrait un mandat supplémentaire. Alors non seulement il y a la possibilité du 3e mandat, mais même de passer de 5 ans à 7 ans. Oui, il en avait été question. Donc, bon, ça me choquerait profondément, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit une piste envisagée. Bon. Affaire à suivre donc. Alors maintenant, je vous propose de parler un peu de vous. Vous avez été suspendu 1 an par l'Ordre des médecins récemment. Avec un peu de recul, quel est votre sentiment aujourd'hui? Alors, que c'est une sanction extrêmement lourde et qui ne devrait pas exister, puisque pendant les 5 ans de ce mandat, je me suis toujours exprimée comme parlementaire, comme député. Alors, j'aime bien rappeler que normalement, un député, comme les sénateurs, nous avons l'immunité parlementaire et qu'au fond, ça ne regarde presque personne que dans mon métier et dans ma vie privée, je sois médecin, puisque, bien sûr, au sein de l'hémicycle, c'était la députée qui parlait, mais dans l'espace public, dans les manifestations, dans les prises de parole, j'avais toujours mon écharpe. Je n'avais quasiment plus d'activité médicale puisque j'avais que 3 heures par semaine d'activité de coordination dans une structure. Donc, je rappelle que... alors, j'aime toujours rappeler à tous les interviews que je n'ai ni lien d'intérêt, ni conflit d'intérêt avec qui que ce soit. Vous donc déjà, voilà, c'est clair. Qu'en plus, c'était une activité. J'ai jamais eu de cabinet. Moi, j'ai pas de clientèle, de patientèle. Je n'en avais pas. Donc, je travaillais comme psychiatre coordonnateur salarié. Donc, c'était quasiment du bénévolat au sein de cette association. Donc, en effet, et encore une fois, bon, les résidents, puisque c'est une structure médico-sociale, je m'occupais de personnes très lourdement handicapées. Ces résidents, je ne m'occupais pas du tout de la partie somatique. Donc, un généraliste travaillait avec moi et le généraliste, en plus, on ne peut pas m'accuser d'avoir empêché la vaccination parce que le généraliste en question les a tous vaccinés. Donc, je veux dire, mais ça, c'est une partie, j'allais dire, qui ne regarde personne. Et j'ai vraiment scindé complètement mon activité, puisque souvent les médias ont voulu venir m'interviewer dans la structure. J'ai toujours refusé, parce que pour moi, ce n'était pas ça mon activité. Voilà. Mais on en revient, voilà, dans notre Constitution, les parlementaires sont protégés par l'immunité, et de déporter devant des juridictions, on va dire, ordinales, par mes pairs, enfin, me faire juger par mes pairs sur mes prises de parole de parlementaire, c'est complètement abscon, quoi. Enfin, voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai été sanctionnée. Je fais appel de cette sanction. Donc, je suis sur le point, avec bien sûr mon conseil, qui est maître Carlo Alberto Brusa, de déposer le mémoire en appel. Donc, cette sanction est suspensive pendant le temps de l'appel. Donc, voilà, l'appel va vivre et puis on verra ce qui va se passer. Nous sommes 2 dans cette situation, puisque mon collègue, le sénateur Alain Houpert, qui est radiologue, a lui-même été sanctionné par la chambre disciplinaire régionale de Bourgogne. Donc c'est du jamais vu. Il y avait eu, on a regardé un petit peu les jurisprudences, il y avait eu l'affaire Noël Mamère, qui était au moment en fait, du nuage de Tchernobyl, avait critiqué très fortement l'idée même qui était que le nuage s'était arrêté à la frontière. Donc il a été lui-même sanctionné, mais ça a été rattrapé en tout cas par la Cour européenne des droits de l'homme. Et la France a été reconnue comme coupable, en fait. Voilà. Et c'est la France qui a été sanctionnée. Voilà, donc j'espère que ça se terminera de cette façon-là. Mais en fait, j'avais bien retenu et entendu toutes les menaces d'Olivier Véran à mon encontre dans l'hémicycle. En clair, il m'avait dit « tu verras ce que tu verras quand tu ne seras plus député ». Et je pense qu'il a passer sa menace à exécution, voilà, c'est le cas de le dire.
Peut-être que même que cette sanction de 1 an, à mon avis, ça n'a pas dû lui faire plaisir. Je pense qu'il s'attendait à beaucoup plus. Ah oui, d'accord. En tout cas, vous avez fait appel et l'affaire est toujours, elle suit son cours. Tout Voilà. à fait, tout à fait. Très bien. Alors maintenant, je vous propose de parler de votre parcours politique. Alors, vous avez commencé, ce que j'aimerais bien commencer par savoir en premier, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique? Parce que vous étiez donc, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, vous êtes médecin psychiatre. Tout à fait. Donc, pourquoi pourquoi avoir choisi ce chemin en politique? Alors, à un moment de ma vie professionnelle, donc à 53 ans, puisque maintenant j'en ai 58, à 53 ans, j'étais à un moment de ma vie professionnelle où j'avais envie de me remettre en question. Et j'étais directrice de développement au niveau national d'une petite structure familiale, privée. Et donc mon travail consistait à proposer une offre de soins en psychiatrie, donc en clair à proposer des projets de cliniques privées en France. Et bon, ça ne se passait pas très bien dans l'entreprise, il y avait un management qui ne me convenait absolument pas. Moi, je faisais partie du comité exécutif et je me suis beaucoup opposée à la direction, etc. Et donc j'étais dans un moment professionnel où je savais que j'allais quitter cette entreprise et par un hasard tout à fait incroyable, mais mon chemin a croisé le chemin d'une dame qui elle-même s'était lancée en politique en avril 2016, au moment de la Grande Marche, puisque Macron a lancé la Grande Marche à Strasbourg. Alors moi, je ne m'intéressais pas du tout en 2016 à la politique. Et par contre, cette dame qui est devenue ma directrice de campagne et qui a travaillé avec moi les 4 premières années du mandat, en fait, était préventeur en risques psychosociaux en entreprise. Et nos chemins s'étaient croisés et j'avais discuté avec elle justement de la souffrance au travail, parce que dans l'entreprise où j'étais, il y avait une énorme souffrance. Et un jour, elle me dit, mais voilà, envoyez donc votre CV à La République En Marche, parce que vous avez un très joli parcours. C'est vrai que j'ai toujours aimé me remettre en question dans ma vie professionnelle, et dans ma vie tout court d'ailleurs, assez régulièrement. Et j'avais travaillé d'abord à l'hôpital public, ensuite j'avais travaillé pour, on va dire, les émanations du ministère de la Santé, puisque je travaillais avant les agences régionales de santé, mais les agences régionales d'hospitalisation, donc sur le territoire alsacien et lorrain. Ensuite, SAMU aussi, je crois, non? Pardon? Vous êtes passé par le SAMU aussi, Alors, je suis passée par le SAMU social. SAMU social de Paris. Donc, en effet, Xavier Emmanueli, quand il a démissionné du SAMU social de Paris, m'a téléphoné et est venu me chercher en me disant « mais ça serait bien, je te verrais bien à ma place ». Donc lui, par contre, dirigeait tout. Moi, je n'ai pris que la direction médicale du SAMU social de Paris. Mais ça a été en effet une aventure humaine absolument incroyable, puisque le challenge, c'était de piloter en fait la médicalisation des structures d'urgence dans Paris et de m'occuper, on va dire, de l'accompagnement soins des 30 000 personnes, soit SDF, soit personnes en situation irrégulière dans les hôtels sociaux, etc., dans Paris. Donc ça a été vraiment un parcours, oui, très, très, très varié. Et donc je me suis lancée un peu sans savoir vraiment ce qui m'attendait. Bon, je pense que si j'avais su, j'y serais quand même allée. mais vraiment, j'avais beaucoup fréquenté des élus, parce que justement pour créer des structures de soins dans des petites communes ou dans des villes, il faut faire accepter dans la tête d'un élu local qu'on va ouvrir une clinique psychiatrie. C'est toujours le fou continue à faire peur, malheureusement, dans notre pays. Et j'avais participé à des tas de conseils municipaux. Donc voilà, je m'étais frottée à la politique. Mais moi-même, ça m'était jamais... En fait, j'avais jamais pensé m'engager moi-même. Et il y a eu voilà, toute cette circonstance très hasardeuse. Et après, quand je me suis plongée avec ma naïveté, dans le projet présidentiel de 2017, en fait, c'était mon ADN. C'est-à-dire, j'avais bossé dans le privé, j'avais bossé aussi avec la très grande précarité, de dire qu'il faut une économie forte, qu'il faut réindustrialiser le pays, qu'il faut voilà, avoir oui, les reins solides pour pouvoir continuer à accompagner socialement
toutes ces personnes vulnérables, etc., ben en fait, ça me convenait complètement. Et donc, je n'ai pas du tout eu de mal à m'approprier le premier projet Macron. On s'est aperçu maintenant, on le sait avec le recul, que ce n'était que de la communication ficelée par McKinsey, et que c'est McKinsey qui a lancé de façon remarquable par des techniques de com Emmanuel Macron. Oui. Et on l'a su il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a un article qui est sorti. Voilà, on l'a su il n'y a pas longtemps, oui. Et on comprend mieux maintenant pourquoi il y a eu ce retour, enfin ce renvoi d'ascenseur du gouvernement vers cette société privée américaine, parce que voilà, il fallait pouvoir leur faire bénéficier. Oui. Oui, un gros coup, parce que quand même ça s'est joué, il y a plusieurs millions d'euros sur tous les sujets, y compris comment faire des économies et comment enlever 5 euros d'aide au logement. Et ça a coûté X millions parce que c'est McKinsey qui a pondu ça, quoi. Donc c'est complètement aberrant. Voilà. Mais cette com, moi je pensais qu'il y avait vraiment, que ce n'était pas que de la communication, qu'il y avait un vrai projet, mais de l'intérieur, puisque donc j'ai été élue parlementaire en 2017, mais je me suis très très vite aperçue fin 2017, début 2018, qu'on n'allait pas du tout, voilà, qu'on n'allait pas du tout mettre en place des lois qui valorisaient le projet présidentiel, mais qu'au contraire, on prenait un chemin complètement différent. Et ça, c'était très, très révoltant pour moi. Ça, vous l'avez constaté quasiment dans l'année qui a suivi Tout à fait. votre... Oui. Il y a eu les Gilets jaunes, et c'est vraiment, alors pour moi, ça a été très clair, que comme Emmanuel Macron a balayé d'un revers de main la problématique des Gilets jaunes, alors après, il y a eu ce grand rattrapage avec le grand débat, mais c'était là aussi que de la communication. Il n'y a jamais eu prise en compte des cahiers de doléances, de ce qui avait été dit dans les grands débats, etc. La réalité de terrain, on était quand même quelques parlementaires de la majorité à avoir été rencontrer les Gilets jaunes, à avoir dit au président, voilà ce qui se passe en France. Et voilà, il n'a pas du tout voulu en tenir compte. Et on sait comment le mouvement des Gilets jaunes a été... il y a eu cette loi anti-casseurs. Enfin, ils ont été déconsidérés. Et surtout de voter l'utilisation des LBD 40, moi j'ai pas pu, j'ai voté contre, donc c'était... Alors justement, donc vous avez commencé à voter contre, on va dire, les décisions prises par la majorité. Quel a été pour vous l'élément déclencheur de votre départ? Ah très clairement, moi en tout cas j'ai quitté La République En Marche le jour où le groupe politique à l'Assemblée nationale m'a exclu du groupe politique. C'est-à-dire qu'il y a eu, alors c'était épique, c'était au moment, donc là on est en avril, fin avril 2020, donc la France est complètement confinée, il y a un confinement strict généralisé, donc même nous les parlementaires, on n'a plus le droit de nous rendre à l'Assemblée nationale, et j'ai été convoquée par visio, par le comité exécutif, il porte bien son nom, de La République En Marche. Et il y avait Gilles Legendre qui présidait le groupe politique à l'époque. Et il y avait une quarantaine de députés. Donc il y a eu une énorme réunion que j'avais très bien préparée parce que j'avais repris la charte de La République En Marche, le règlement, etc. Et je savais qu'avoir voté, en fait, j'ai été la seule sur 577 députés à avoir voté contre le déconfinement. Alors, j'explique juste parce que ça a pu paraître bizarre. J'étais contre le confinement. Alors, pourquoi voter contre le déconfinement? Parce que je n'arrêtais pas de dire, mais vous ne prenez pas en compte la possibilité pour les médecins de terrain de soigner les personnes ayant le Covid. Donc, tout le monde a été confiné, les uns et les autres se sont contaminés. Vous allez enlever ce confinement, mais vous ne proposez toujours rien pour la population. Vous dites qu'il n'y a pas de traitement Doliprane. Donc j'étais contre ça. Et donc, bien sûr, mon vote n'est pas passé inaperçu. Et donc suite à ça, quelques jours plus tard, donc j'ai eu cette réunion avec l'ensemble du comité exécutif. Et là où ça a été très drôle, mais vraiment, c'est que Gilles Legendre, en introduction de cette réunion, a déjà lu le communiqué de presse
qu'il allait donner à la fin. C'est-à-dire qu'il a fait semblant de m'écouter. Ah oui. Ils ont tous fait semblant de m'écouter pendant 50 minutes. Et notamment, logiquement, dans le règlement, je ne devais être sanctionnée que 8 jours plus tard. Et à la fin de la réunion, je lui dis, mais Gilles, comment ça va se passer? Je vais le savoir comment? Est-ce que c'est toi qui vas me rappeler? Ou est-ce que je vais l'apprendre par la presse? Parce que... Et il me dit, non, non, mais t'inquiète pas, pour toi, ça va aller très très vite, je te rappelle dans 1 heure. Ah oui. Je dis, ah bon? Et en effet, montre en main, 1 heure plus tard, il m'appelle, il dit, écoute, on a tous voté ton exclusion. Enfin non, je crois qu'il y a 4, je crois, députés qui ont tenté de plaider ma cause. Et donc voilà, donc il m'apprend ça. Donc je pense qu'il était 13 h. Et donc à 14 h, j'ai appelé le groupe politique pour donner, j'ai fait une lettre recommandée, pour donner ma démission. Et dans l'après-midi même, j'ai eu un appel du président qui me dit, mais Madame la députée, pourquoi vous quittez La République En Marche? Ah, c'est drôle. Et je lui dis, mais Monsieur le Président, vous vous moquez de moi? Est-ce qu'il jouait? Est-ce qu'il était sincère? Il a prétendu qu'il n'était pas au courant. Est-ce que vous pensez qu'il ne l'était pas? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas cherché à le savoir. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais il m'a dit quelque chose qui était assez surprenant. Et ce qui m'a conforté dans le fait que j'avais eu raison de démissionner, il m'a dit, mais Madame la députée, au fond, vous étiez très utile dans le groupe parlementaire. Parce que ça permettait de donner une image de démocratie. Et les quelques parlementaires, parce que je n'étais pas tout à fait la seule, sur certains autres textes qui avaient voté contre, ça donnait l'impression qu'on pouvait débattre et on pouvait être en désaccord au sein de la majorité, alors que c'était totalement faux. Oui. Mais voilà, donc je n'ai jamais regretté d'avoir démissionné de La République En Marche. Ouais. C'est incroyable quand même comme anecdote. Oui. Alors, nous avons vu vos prises de position à l'Assemblée, vous en parliez tout à l'heure avec notamment Olivier Véran. Qu'en est-il dans les coulisses? Est-ce que vous aviez en off, on va dire, le soutien d'autres de vos collègues voilà, ou est-ce que vous étiez vraiment, parce qu'on avait l'impression que vous étiez seul contre tous Je confirme. Alors, quasiment seul, parce qu'on a vu plusieurs fois des prises de parole, notamment de Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Mais concrètement, très très seul, avec en plus, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, des violences verbales, des menaces, des injures. Ah oui, des injures aussi. Ah oui, oui, oui. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment, encore une fois, je découvrais à quel point ça pouvait être une violence inouïe. Et et j'ai gardé d'ailleurs, par amitié, quelques relations, mais très peu, avec quelques députés. Mais c'était parce qu'on avait défendu des sujets les 2-3 premières années ensemble. Mais sur cette question de la crise Covid, elles étaient en désaccord avec moi. Je dis elles parce que c'était que des filles. Elles étaient en désaccord avec moi. Donc sur le sujet de fond, j'étais vraiment toute seule. Vraiment toute seule. Et voilà, j'ai continué parce que, alors là c'est vrai qu'en tant que médecin, j'ai l'habitude de faire des recherches sur PubMed, etc., de lire des articles scientifiques. Donc je voyais bien que des tas d'autres pays avaient fait complètement différemment et il y avait très largement de meilleurs résultats, moins de décès, moins d'embolisation des hôpitaux, etc., parce qu'ils utilisaient le traitement ambulatoire précoce. Donc tout ce message-là, on ne parlait pas encore du vaccin, tout ce message-là, je ne comprenais pas pourquoi en pleine pandémie mondiale, on ne laissait pas les médecins faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire soigner leurs patients, puisqu'on interdisait aux gens de sortir, d'aller voir leur médecin, on interdisait aux médecins, et puis aujourd'hui, avec ce recul, on le voit, c'est-à-dire que cette chasse aux sorcières vis-à-vis de tous les confrères qui ont soigné, c'est terrible, c'est du jamais vu. Ils sont tous en train d'être convoqués les uns après les autres devant l'ordre des médecins. C'est encore une fois du jamais vu, parce qu'ils ont soigné, parce qu'ils ont été bienveillants, simplement parce qu'ils ont désobéi vis-à-vis des ordres du gouvernement et vis-à-vis de l'ordre national qui allait que dans le sens du gouvernement. Et vous en recevez encore aujourd'hui des intimidations Alors,
Oui, régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors c'est assez terrible parce que l'anonymat des réseaux sociaux permet ces insultes possibles, des menaces. Je pense que beaucoup de personnes pensaient que quand je ne serais plus réélue, j'allais disparaître complètement, on va dire, des réseaux. Bon, comme j'interviens maintenant en tant que présidente de mon parti et que je continue on va dire, à défendre la liberté de parole, c'est-à-dire que moi, ce que je défends dans cette crise sanitaire, c'est pas tant, en tout cas, c'est la liberté d'agir. Que les personnes qui aujourd'hui décident d'aller se faire injecter le deuxième booster, la 4e dose, certains en sont déjà même à la 5e, je crois, mais qu'ils y aillent en toute connaissance de cause. Qu'après, les personnes, en toute responsabilité, ce qu'on appelle le consentement éclairé, puissent décider si elles veulent ou non cette injection. Moi c'est ça que je défends. Or, dans l'esprit du gouvernement, il n'y avait pas d'autre échappatoire que la décision de se plier à cette vaccination. Donc, les joutes assez violentes qu'il y a eu avec Olivier Véran, franchement, au début, moi je lui ai dit, mais monsieur le ministre, peut-être, ne pensez-vous pas qu'il y a d'autres possibilités? Ne pensez-vous pas que peut-être vous faites erreur? Parce qu'il y a, en effet, regardez ce qui se passe ailleurs. Il suffisait que je dise ça pour être insulté. J'ai en tête d'ailleurs une petite anecdote avec le VAERS, oui. qui c'était quand même assez cocasse comme situation. En fait, je me suis aperçue qu'il ne savait pas ce que c'était, qu'il pensait que c'était encore une énième étude bidon sur laquelle je me reposais, alors qu'il ne savait pas que c'était l'équivalent de notre ANSM aux États-Unis ou de Dra Vigilance pour l'Europe. Oui. C'est incroyable que le ministre ne sache pas, quoi. Enfin, c'est... Incroyable. Alors tout à l'heure, vous parliez de votre parti Ensemble pour les libertés. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Sous la République en marche, en 2017, lorsque vous êtes présenté aux élections législatives, vous aviez fait à peu près 56% des voix. Et donc 5 ans après, vous vous êtes présenté sous votre propre parti Ensemble pour les libertés et vous êtes sorti à 5,38% des voix. Vous avez été très peu médiatisé pendant ce parcours. Votre parti politique est tout jeune aussi, vous le lancez. Peut-on avoir une chance de se faire une place dans le paysage politique français à côté des gros partis traditionnels surmédiatisés avec des fonds conséquents? Et est-ce qu'il n'y a pas là un problème démocratique? Vous mettez le doigt sur une problématique réelle. Les citoyens ne savent pas comment sont financés en France les partis politiques. Et on est quasiment, je crois, le seul pays au monde où en fait les partis politiques ne reçoivent de l'argent de l'État que par rapport au nombre de votes qu'ils ont eu. Donc ils sont liés complètement aux électeurs. Mais c'est un système anthropique qui se nourrit lui-même. Pourquoi? Parce que les citoyens, par facilité, par peut-être désintérêt de la politique politicienne, ne s'intéressent pas vraiment au programme des candidats aux législatives. D'ailleurs, petite parenthèse, quand j'étais sur le terrain, je me suis très vite rendu compte que beaucoup, les législatives, ils ne savaient pas forcément ce que c'était, ils ne savaient pas forcément quel était le rôle du député, ils ne savaient pas, souvent on m'a dit ah mais vous êtes maire, vous allez vous représenter comme maire. Je dis non, 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 mais vous savez, le Parlement, la construction de la loi, donc tout ça c'est encore assez abscon pour une grande partie de la population, mais surtout, en effet, je l'ai vu le jour du vote, les gens étaient devant les panneaux, moi je passais un petit peu, j'ai flâné de bureau en bureau, et en fait les gens ils y allaient. Alors, deux catégories de personnes, soit des personnes qui ont décidé de ne plus jamais aller voter, donc le premier vote ça a quand même été l'abstention, donc ça c'est quand même énorme, on avait vu l'abstention au présidentiel et on l'a vu aux législatives, et après en effet la facilité, c'est ce qu'on a entendu en permanence, qu'on a vu à la télé, qu'on entend à la radio, c'est les gros partis. Donc ça va de, on a vu France Insoumise, toute la NUP,
le parti de Rassemblement National, et puis le parti de Macron, et puis toutes les voilà, Renaissance, plus Horizon, plus, etc. Enfin, voilà. Et donc les petits partis, mais moi j'ai eu beau, pourtant j'étais accompagnée par énormément de bénévoles, on a fait un travail de terrain, moi j'ai fait 18 réunions publiques, donc un énorme travail de réunions. J'avais commencé assez tôt ma campagne, mais elle n'a pas porté ses fruits parce que, alors déjà, la presse avait très largement sali mon image, me faisant passer pour dingue, hein, enfin très clairement. On va parler de la presse quotidienne régionale, donc les dernières nouvelles d'Alsace, ou l'Alsace, ou les Républicains lorrains, avait même titré, je me souviens d'une prise de parole en 2021, où j'avais osé dire un jour en manifestation, aller envahir les permanences parlementaires. Bien évidemment, quand on me connaît, bien sûr, je suis non violente. L'idée n'était pas d'aller faire pression sur les parlementaires ou d'aller leur faire peur, non, c'était de dialoguer à plusieurs avec les parlementaires. Parce que souvent, les citoyens me disaient « Oui, mais vous, on peut vous parler, mais vous savez, les autres députés, ils ne sont pas sympas, on ne sait pas comment les aborder, etc. » J'avais dit « Mais allez-y à plusieurs. » Et alors, je me souviens de cet épisode quand même qui m'a profondément marqué. Dans un article parlant de moi dans les dernières nouvelles d'Alsace, il était dit « La députée Martine Vonner en appelle au meurtre. » Ah oui, donc ça avait voilà été, comment ça avait été traduit dans la presse. Ce qui, à la base, pour vous, était une démarche de dialogue. Voilà, ah ben moi, c'était un dialogue. Allez donc bien sûr, dialoguer. Et aller dialoguer avec, oui. avec les collègues oui. parlementaires. Et donc, enfin, c'était... voilà, donc ce jeu... C'est plus que de la sape, hein, ce jeu de destruction de mon image, de vouloir me faire passer, encore une fois, hein, pour quelqu'un d'extrême droite, alors que tant que j'étais dans la majorité, et jusqu'en 2019, je me souviens, il y a eu un article dans Le Monde, dans Libé, etc., j'étais plutôt considérée comme l'aile sociale de gauche de la République En Marche. Donc là, de basculer de la gauche à la droite, j'ai toujours expliqué aux journalistes qu'il y a le milieu, il y a le chemin au centre, et j'ai toujours défendu des idées au centre avec des valeurs qu'on pourrait qualifier des valeurs, je ne sais pas quoi, chrétiennes, plus peut-être ancrées de droite ou de la droite centriste, mais surtout pas d'extrême droite. Je vois. Alors, du coup, maintenant, on va parler de votre parti, donc Ensemble pour les libertés. Vous avez indiqué qu'il s'agit là d'un rassemblement citoyen, loin de la politique politicienne. Pouvez-vous nous présenter votre projet politique ? Alors, en effet, ça a pu paraître extrêmement drôle ou curieux que je crée mon parti politique, puisque je n'ai eu de cesse de dénoncer le fonctionnement des groupes politiques et des gros partis politiques. Et j'avais en 2021 envie de porter vraiment un projet basé sur des idées citoyennes, parce que j'avais vu tout ce qui n'a pas été utilisé au sens noble du terme, exploité au moment du grand débat, et je me suis dit, mais nos compatriotes, nos citoyens ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager. Et donc j'ai voulu simplement créer une plateforme citoyenne, une association. Et je me suis confrontée, là encore une fois, à la dure réalité, c'est-à-dire qu'on m'a dit, mais non, Madame la députée, votre association ne peut avoir un statut juridique de parti politique. Donc, ça ne m'a pas découragée, je dis donc tact, j'expliquerai pourquoi Ensemble pour les libertés, donc la lutte pour toutes les libertés. On a commencé par le Covid et la gestion de la crise sanitaire, mais aujourd'hui, on a mis en place des groupes de travail qui travaillent sur, et on a vu à quel point la juxtaposition de ces lois liberticides ont complètement grignoté les libertés dans notre pays, que ce soit la liberté d'expression, toute simple, la liberté de manifester, la liberté d'entreprendre. Et on voit aujourd'hui qu'il faut apporter des projets très concrets face à ce que je disais tout à l'heure, la véritable entreprise de destruction de la France, destruction économique, destruction de notre école, destruction de tout le service public. L'hôpital public
c'est un domaine que je connais bien, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. Aujourd'hui, si vous avez un besoin d'accéder aux soins dans certains territoires de France, ce n'est plus possible. Si vous arrivez aux urgences, on a vu des cas catastrophiques, des personnes qui sont décédées aux urgences après avoir attendu des heures et des heures sur des brancards. Plusieurs jours sans manger. Voilà, c'est juste hallucinant. Il y a encore, je sais pas, 4-5 ans, on avait le système de santé que le monde entier nous enviait, avec notre solidarité par le biais de la sécurité sociale. Tout ça est en train de s'effriter. Donc on a mis en place différents groupes de travail. Ce parti est jeune, en effet, il a été créé en septembre 2021. Nous avons des référents régionaux partout en France, on a des référents locaux. On est en train de revoir complètement notre site internet parce que tout ça a été lancé très très vite. Mais j'ai un peu plus de temps en ce moment pour aider à la restructuration en effet du parti. J'en profite pour faire appel. C'est ce que j'allais vous dire justement. Soutenez absolument Ensemble pour les libertés. Vous trouvez ça sur internet, ensemblepourleslibertés.fr. C'est vraiment très important. Je peux comprendre, il y a plein de citoyens qui me disent oui, mais on ne veut pas adhérer à un parti politique. Je comprends complètement. Soutenez, vous pouvez soutenir sans adhérer, mais sans les citoyens, on ne peut rien faire. C'est ça, donc c'est vraiment important. Qui a envie de s'engager dans votre projet, dans ce rassemblement citoyen, peut avoir un rôle à jouer. Exactement, c'est important. On fourmille de tas d'idées parce que on voit que les actions de type manifestation s'essoufflent et ne mènent, on va dire, plus à rien, si ce n'est que les gens peuvent se retrouver, Encore etc. du lien, voilà. Mais aujourd'hui, il faut, dans des échelles très restreintes, sur des territoires de proximité, moi je crois vraiment encore, le seul élu auquel je crois, c'est l'élu local. Parce que dans les communes, dans les villages, ils sont très très proches de leurs concitoyens. Ils peuvent remettre en place des dîners républicains, des débats sur certaines thématiques. Et c'est sur les territoires de proximité qu'on peut décider de faire de la politique autrement. La politique peut être noble, vraiment, mais pas la politique politicienne. Et aujourd'hui, je crois, malheureusement, tous les partis politiques qui sont dans ce que je qualifie le système depuis trop longtemps, ne peuvent plus avoir la confiance des concitoyens. Alors justement, ce sera notre dernière question, Martine Vonner. Que diriez-vous à tous ceux qui pensent que tout est joué d'avance en politique et qui viennent agrandir les rangs des abstentionnistes lors des élections? Est-ce que ce n'est pas justement l'abstentionnisme qui a fait élire Emmanuel Macron précédemment? Alors là, il faudrait qu'on puisse débattre pendant plusieurs heures encore, parce que c'est une question, vous avez raison. Au début, moi, j'étais très en colère vis-à-vis de ceux qui n'allaient pas voter. Parce que j'ai toujours défendu, c'est un droit en France, donc quelque part il y a quelque chose de l'ordre du devoir, de se déplacer pour donner sa voix à quelqu'un. Mais sauf que les personnes qui sont conscientes de tout ce dysfonctionnement, de toutes nos institutions, le dysfonctionnement à tous les niveaux de l'État, les personnes n'ont plus confiance. Donc comment le vote blanc n'est pas pris en considération dans notre pays? Donc se déplacer pour simplement mettre au hasard un bulletin de vote et se dire mais de toute façon advienne que pourra, tous les partis sont les mêmes. Donc aujourd'hui, je donne quasiment raison aux abstentionnistes, mais ils sont là pour nous dire il faut changer les règles du jeu, il faut changer le fonctionnement, il faut interdire le pantouflage, il faut, parce que là aujourd'hui, je ne sais pas, les ministres, on le voit bien, ils sont recasés en permanence dans des structures, donc c'est un grand jeu de dupes, ce sont toujours les mêmes qui nous gouvernent. Et puis moi j'ai vu sur certains projets locaux dans mon ex-circonscription ou au niveau national le poids des lobbies. Donc on sait très bien que, au fond, est-ce que ce sont les élus qui gouvernent ou est-ce que ce sont les multinationales? Est-ce que c'est la finance? Est-ce que ce sont les lobbies? Je crois plutôt que la réponse est de ce côté-là. Donc il y a tout un travail à faire de mise à plat de nos institutions. Est-ce qu'il faut que ça passe par un changement de constitution? Pas forcément de toute la constitution, mais peut-être qu'il y a des choses à revoir, en effet. En
tout cas, il y a des choses à revoir dans le fonctionnement de la Ve République, c'est sûr. Oui, en tout cas, gros travail pour vous en perspective. Tout à fait. Alors, rappelez-nous, pour pouvoir justement, pour les citoyens qui souhaiteraient s'engager auprès de vous, donc c'est sur le site Ensemble pour les libertés.fr. Donc là, vous pouvez aller déjà regarder nos petits écrits, mais encore une fois, on a besoin de tout le monde pour alimenter et des experts, c'est-à-dire que ça aussi, je fais le lien avec ce que Macron voulait au départ, enfin, ce que McKinsey avait dit, la société civile, mais la société civile, des gens comme moi, maintenant taisez-vous, parce que vos idées, on s'en fiche. Par contre là, non, pas chez moi, pas chez Ensemble pour les libertés, c'est toutes vos idées, venez avec vos idées, venez avec votre expertise, votre savoir-faire, ensemblepourleslibertés.fr, vous voyez, adhérer, soutenir, renouveler, parce qu'on a quand même déjà quasiment 5000 adhérents dans le parti. Donc n'oubliez pas de renouveler votre adhésion. Et c'est ensemble, vraiment, tous les citoyens qu'on arrivera à changer la France. Eh bien, écoutez, c'est un beau mot de la fin, je trouve. Merci Martine Vonner de nous avoir accordé cette interview avec Street Reporters. Vraiment, merci pour toutes vos réponses. Et merci à vous pour votre travail, parce que vous faites des interviews à chaque fois passionnantes. Et merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.